Bonjour, bienvenue au séminaire, au webinaire de lancement du Business Booster Forum. Pour ce premier entretien, nous accueillons Antoine Frérot pour un échange avec notre président Renaud Benteja. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le module questions et réponses pour la fin du webinaire. Très bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Ce Business Booster Forum est le premier événement 100% digital et gratuit qui est organisé par le réseau de CCI France International, ce réseau qui, comme vous le savez, est présent dans 93 pays et qui rassemble les communautés d'affaires françaises et étrangères locales. Nous avons plus de 900 inscrits pour cette première édition, donc des participants en nombre, avec plus de 40 webinaires organisés par les CCI françaises à l'international, plus de 50 speakers de haut niveau. Nous avons également rajouté et relayé les webinaires organisés par Business France sur ces 2 prochaines journées et dans lesquels notre réseau est également fortement impliqué. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer en rendez-vous individuel nos experts de 60 pays et ce jusqu'à mercredi soir. Alors pour inaugurer ce Business Booster Forum, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Antoine Frérot, PDG de Veolia. Antoine Frérot, en 2 mots, est un polytechnicien, il est ingénieur, il est docteur de l'École nationale des ponts et chaussées. Il a rejoint le groupe Général des Eaux en 1990. Il est monté rapidement dans les hiérarchies, entré comme chargé de mission. Il est depuis 2009 directeur général de Veolia et même depuis décembre 2010, président-directeur général de Veolia. Il est également président de l'Institut français de l'entreprise, de l'Institut d'entreprise. C'est un organisme qui est apolitique, mais qui a comme vocation de faire que l'entreprise soit considérée comme une majorité de Français comme un objet d'intérêt général. Merci Antoine d'être présent parmi nous. Et j'ai tout de suite une première question pour vous. Nous avons connu une crise sanitaire particulièrement rare, heureusement d'ailleurs, et particulièrement délicate. Mais quand on dirige une entreprise qui vend des services de première nécessité, comme Veolia, quelles en sont les conséquences? Comment est-ce que Veolia a pu passer la crise? Bonjour Renaud, merci de votre introduction et bonjour à toutes et à tous. Veolia, c'est une entreprise qui a ses métiers tous concentrés sur l'environnement. 40% seulement de l'activité concerne des services essentiels aux populations, comme la distribution d'eau potable, l'assainissement, la collecte des déchets domestiques ou leur traitement. Et puis, il y a 20% d'activités qui concernent des activités de travaux, des travaux de construction de réseaux d'eau ou d'usines et des travaux de maintenance industrielle. Et enfin, il y a une large partie, 40%, d'activités de services aux industriels. C'est-à-dire que c'est assez divers et bien évidemment, ces différents morceaux de l'entreprise ont traversé la crise différemment. Le premier, les services essentiels, ça a été l'objet de toutes les attentions des premiers jours et des premiers instants, puisqu'il fallait absolument maintenir dans les 50 pays où nous sommes présents nos services essentiels de gestion de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Dans des conditions difficiles, puisque les équipes qui se rendaient sur le terrain, alors que les populations étaient confinées, n'étaient pas rassurées et avaient peur d'être contaminés et de contaminer leur famille. Donc, le travail a consisté à les épauler, à les soutenir et surtout à faire la chasse aux équipements de protection, mais notamment aux masques, puisque nous utilisons régulièrement des masques pour nos activités, sauf que nos commandes avaient été à ce moment-là réquisitionnées. Il a fallu donc faire jouer la solidarité de l'ensemble des géographies du groupe. Le groupe est très présent en Asie, et notamment en Chine, qui avait connu la crise auparavant. Et c'est grâce à cette expérience acquise dans ces premiers pays touchés par l'épidémie que nous avons pu faire face et rapatrier à temps les stocks d'équipements de protection, les masques notamment, mais aussi les gels. Et très rapidement, je me suis rendu compte que face à la tension sur l'approvisionnement en masques,
nous aurions également une tension sur les tests à la fin du confinement. Et donc, nous nous sommes enquis de pouvoir disposer d'un partenaire permettant de faire tester tous nos salariés. Ça, c'était pour la première partie, 40% des services essentiels, et nous sommes fiers d'avoir pu, partout dans le monde, même dans les pays les plus difficiles et les plus touchés par l'épidémie, je pense notamment à l'Équateur et à la ville de Guayaquil, qui a connu une crise sans précédent, extrêmement douloureuse, nous avons pu maintenir et même étendre là où les autres services essentiels n'existaient plus, notamment lorsqu'ils étaient desservis en régie. Eh bien, nous avons pu compléter et étendre ces services pour soutenir les populations là où nous travaillons. Pour ce faire, j'ai décidé de maintenir le siège de Veolia ouvert en permanence, et nous étions une cinquantaine tous les jours avec une cellule de crise à 8 h le matin jusqu'à 20 h pour pouvoir épauler, aider l'ensemble de nos équipes partout dans le monde. Sans ce siège ouvert, nous n'aurions pas pu le faire. C'est pourquoi le travail à distance a des vertus, mais il a également des limites, et j'y reviendrai. Pour le reste des activités, 20% ont été totalement arrêtés. Les travaux de construction, travaux de maintenance, on est passé, par exemple en France, de 100% le 16 mars à 4% le 17 mars. Et là, il a fallu surtout passer son temps à réfléchir à la manière de prévoir le travail lorsque nous pourrions reprendre les chantiers, et notamment l'ensemble des mesures de précaution à prendre. Et puis, comme nous avons vite compris que nous ne retrouverions pas, même après la crise, la totalité de notre activité, d'imaginer par quoi nous pourrions remplacer les quelques pourcents qui nous manqueront certainement en fin d'année 2020 et au-delà. Et donc, nous avons imaginé, par exemple, des offres de désinfection pour les bâtiments, pour les industriels ou les usines, et toute une série de choses comme cela. Et puis, le déconfinement est venu. Nous avons pu reprendre nos travaux de construction. Il a fallu quand même beaucoup se battre pour que les collectivités publiques réouvrent les chantiers. Il se trouve que là, quelques ministres de différents pays ont pu nous aider à pousser à réouvrir les chantiers. Et au jour où je vous parle, l'activité de construction est revenue à peu près à 90%, 90-95%. Les services essentiels sont restés totalement ouverts. Il nous manque un peu de volume parce que, par exemple, les touristes ne sont pas là, mais enfin, on est à 98%. Mais les activités de service aux industriels et notamment de traitement de déchets industriels, eux, aujourd'hui, ne sont effectifs qu'à, on va dire, 70%. Donc, l'industrie rouvre ou produit encore moyennement, peu par rapport à ce qu'elle produisait avant. Voilà le contexte. Ce que j'en retiens de toute cette phase, c'est d'abord l'importance d'avoir maintenu un siège ouvert, l'importance de préparer le retour des salariés. Et lorsque le déconfinement a été annoncé, j'ai constaté que les gens avaient peur. On a réussi à terroriser les gens avec cette épidémie, comme si c'était la peste. Et c'est pourquoi j'ai décidé de contracter avec un laboratoire qui avait une large couverture nationale pour la France, de même avec d'autres laboratoires des autres pays, pour pouvoir proposer à chacun de nos salariés les deux tests, le test PCR et le test sérologique, afin de les rassurer et qu'ils ressentent que venir au travail, c'était plus safe que partout ailleurs. C'était obligatoire ou pas? Pardon? C'était obligatoire pour les salariés? Non, ce n'était pas obligatoire, c'était volontaire. La seule chose que nous pourrions, mais nous n'avons pas décidé de le faire, ça aurait été de dire que si ceux qui ne voulaient pas le faire, ceux-là ne pouvaient pas revenir sur leur lieu de travail. Je peux vous dire que c'était la cohue, parce que bien sûr, 50 000 Français, 20 000 Anglais, 10 000 Allemands, on ne pouvait pas faire ça en une seule journée, donc c'était étalé sur plusieurs semaines, même sur 2-3 mois. Et tous ont cherché à se faire tester en priorité, car ça les rassurait. Et le fait de ça pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi de savoir que ceux qu'ils côtoient sur le lieu de travail ne sont pas contaminés, c'est un confort important. Et c'est pourquoi, par exemple, dans nos bureaux, au siège de Veolia aujourd'hui, nous sommes en général 2000 en moyenne, nous sommes aujourd'hui 1300.
On ne va pas aller beaucoup plus loin pour l'instant parce que les distanciations et les gestes barrières ne permettent pas de le remplir davantage et donc on peut tourner. Mais les gens sont revenus au travail ils avaient peur et aujourd'hui ils n'ont plus peur. Et donc voilà en gros le bilan de cette crise. J'en retiens quand même une chose concernant le management cette fois. Une des valeurs que peut-être on n'avait pas forcément mis au rang des principales priorités dans cas de crise, le courage. Le fait qu'un chef, c'est quelqu'un qui prend sa part de risque. C'est une valeur qu'il conviendra sans doute de rehausser dans notre hiérarchie. Et l'exemplarité, voilà. Merci pour cette première réponse. Vous avez évoqué déjà justement les changements qui ont eu lieu, notamment par exemple le fait que le télétravail est devenu pour une partie de votre personnel, celui qui n'était pas sur le terrain, une réalité, et votre réticence là-dessus peut-être pour l'avenir, tout au moins d'une façon généralisée. Vous pouvez un peu nous dire comment vous voyez le travail chez Veolia dans les mois qui viennent, au moment du déconfinement total? Alors, le télétravail, ça marche pour un certain type de tâches. Et ça a un gros avantage quand même. Ça économise les durées de transport domicile-travail qui peuvent parfois être très longues. Et c'est notamment pour ces gens-là que le télétravail est précieux, me semble-t-il. Ça marche pour faire différents types de tâches. Bon, rédiger, bien sûr, un rapport, une note, bien sûr, on peut le faire de chez soi comme au bureau, seul, il n'y a pas de difficulté. Échanger de l'information, je dirais, en vertical, dans les deux sens. La visioconférence ou l'audioconférence même peut tout à fait bien marcher. Mais quand il s'agit de co-construire en équipe, faire preuve de créativité collective. Par exemple, pour Veolia, faire une offre de gestion de l'eau pour une grande ville, par exemple, où là, vous avez 15-20 personnes qui collaborent pour essayer d'articuler la meilleure offre qui correspond au cas précis. Cette co-créativité, elle est très difficile à distance parce que le rythme d'interaction entre les gens, il est beaucoup plus lent. Et la réaction en fonction, ne serait-ce que du body language des personnes, lorsqu'elles sont en présentiel, la réaction de l'un sur l'autre, les manières dont les idées fusent ou viennent en tête en fonction de ce que les collègues disent, eh bien, ça ne va pas du tout au même rythme lorsqu'on est à distance. Donc, travailler en équipe, ou tout au moins créer en équipe, pour ça, le télétravail n'est pas idéal. Ce qui me fait dire que, notamment pendant cette période où nous n'allons pas pouvoir tous revenir au bureau, pour ceux qui sont au bureau, bien sûr, eh bien, je ferai réserver les tâches qui sont faciles à faire en télétravail, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, mais pour tout ce qui est, et je privilégierai les rotations pour retour au bureau, pour tout ce qui est création collective, travail en équipe, où il y a besoin d'imaginer quelque chose ensemble et surtout d'articuler les apports des uns et des autres pour bien les cliquer ensemble. Et c'est comme ça que j'organise aujourd'hui les rotations entre ceux qui reviennent travailler au bureau, puis ceux qui retournent ensuite chez eux et ainsi de suite. Je comprends très bien. J'ajoute une chose. Je constate avec effroi que certaines entreprises, certaines grandes entreprises même, ont décidé de ne pas ouvrir leur siège jusqu'en septembre, voire jusqu'en janvier. D'abord, ça m'embête parce que très souvent, Veolia a été prestataire de service pour ses sièges et bien sûr, l'activité a disparu. Mais lorsque je vois ça, je pense que le télétravail pourrait avoir bon dos pour un certain nombre d'entreprises qui s'apprêteraient dans quelques mois à alléger leurs effectifs. Et dans ce cas-là, le télétravail deviendra l'antichambre du licenciement. Je vous rassure, le licenciement à distance, hein, l'entretien préalable, le télé-entretien préalable à distance, et on constatera que les gens qui sont restés chez eux pendant 6 mois ne trouveront plus personne pour les défendre lorsqu'ils auront cette mauvaise surprise. Je ferme la parenthèse. J'espère que vous vous trompez. Mais justement, puisqu'on parle de l'avenir, on parle tout le temps du rebond attendu. J'ai envie de vous poser une double question. Ce rebond, est-ce que vous y croyez?
sur le plan économique? Et deuxième chose, est-ce que vous avez pu analyser des disparités géographiques ou des éléments géographiques qui vous font penser que le rebond pourrait être plus dans une région du monde que dans une autre? Alors, je commence par la première question. Oui. On parle beaucoup, effectivement, du jour d'après, d'après la crise. Je pense que le jour d'après n'est pas pour demain. Et qu'après les périodes de confinement, puis de déconfinement, qui se terminent pour un certain nombre de pays en ce moment, on va avoir une très longue période, que j'appelle la période des jours d'avec la crise. D'abord avec le virus, mais surtout d'avec une crise économique et sociale très profonde. Là, je prends plutôt ma casquette de président de l'Institut d'entreprise, plus que celle de Veolia. Je pense que de très nombreuses petites entreprises, ou toutes petites entreprises, commerçants, artisans, si elles ne sont pas plus vigoureusement aidées qu'on l'imagine aujourd'hui, déposeront leur bilan à l'automne ou bien au printemps prochain. Comment voulez-vous un restaurant, un hôtel, une agence de tourisme, une entreprise de spectacle qui n'a pas travaillé pendant 3 mois, qui travaille à maximum la moitié de sa capacité aujourd'hui, avec l'absence de tourisme pour certaines, très peu, et donc n'auront pas travaillé pendant 6 mois. Même si on les a aidés pour les salaires avec le chômage partiel, il n'y a pas que les salaires dans les dépenses. Ces entreprises, on leur propose des prêts à taux zéro, le PGE, quand ils sont instruits. Puisque comme les banques gardent 10% du risque, certaines banques instruisent difficilement les prêts garantis par l'État lorsqu'elles sont fragiles. On va donc leur mettre 25% de leur chiffre d'affaires en prêt et vraisemblablement, on proposera de ne pas les rembourser dès l'année prochaine, mais on va même peut-être les pousser pendant 10 ans. Ces entreprises-là, elles font 2-3% de marge par an. Elles vont donc devoir consacrer 10 ans de travail à rembourser ce satané prêt. 10 ans à travailler pour le droit de plus, à cause d'une crise et à cause du fait qu'elles n'ont pas été autorisées à travailler et donc elles n'y sont pour rien. Mon pronostic, c'est qu'aujourd'hui, elles ne s'en rendent pas encore tout à fait compte, mais qu'elles jetteront l'éponge quand elles constateront ce phénomène. Et donc, je crains un dépôt de bilan de très nombreuses petites entreprises, commerçants et artisans au cours du second semestre ou du premier semestre de l'année prochaine. Imagine-t-on d'ailleurs les dégâts, pas seulement économiques et sociaux, mais également psychologiques et politiques, si des centaines de milliers de petites entreprises perdent leur affaire dans cette crise, qui est un peu le fruit du travail d'une vie, une petite affaire. Également souvent l'assurance retraite, ces gens-là. Nous aurons non seulement une crise économique et sociale, mais je pense que nous aurons une sérieuse crise politique. Et donc, la première chose à faire, c'est de retrouver un maximum de travail pendant ces jours d'avec. Il faut encourager le travail, mais il faut également donner l'espoir à toutes ces petites entreprises qu'elles n'auront pas à déposer leur bilan et qu'en fin d'année, lorsqu'on regardera un petit peu comment les choses se présentent, eh bien, ce prêt garanti par l'État, ce qui leur aura manqué pour couvrir leurs charges pendant l'année 2020, il faudra leur en faire cadeau. Voilà mon sentiment. Il faudra que ce prêt, cette aide, soit transformée en subvention et qu'on leur rende leur entreprise au 1er janvier 2021 dans le même état financier qu'elles avaient au 1er janvier 2020. Et l'État aura les moyens? Eh bien, aujourd'hui, l'État dit qu'il a engagé 400 milliards. Vous l'entendez comme moi. Oui. De près, l'État a véritablement engagé en dépenses définitives 50 milliards, plus 115 de charges déportées, mais à payer ultérieurement, ou de prêts, à rembourser un jour, peut-être dans 10 ans. Mais 115 milliards qui ne sont pas donnés. Bon. Rien que ces 115, d'ailleurs, si on les annulait, ça ferait 150. 50 plus 115, 165 exactement. C'est-à-dire 6% du PIB français. Les Allemands ont déjà engagé et donné 7% de leur PIB à leurs entreprises
pour pouvoir passer la crise. Donc je dis que tous les pays sont dans le même état, tous les pays européens de la zone euro sont dans le même état que nous, y compris l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et je vais parler de l'Allemagne. Je pense que dès lors que l'ensemble des pays d'une plaque monétaire, comme l'euro, doit engager pour sauver ce qui peut être sauvé, pour sauver la plupart des entreprises, eh bien, la bonne manière, c'est de faire fonctionner la planche à billets derrière, puisque à l'intérieur de la zone, en tous les cas, il n'y aura pas de conséquences entre les pays. Le problème, c'est si un pays dépense trop et que la planche à billets fonctionne que pour lui, il se désavantage vis-à-vis des autres. Mais si tout le monde le fait, je dirais, à proportion des populations ou des économies, il n'y aura pas de conséquences. Les Américains vont faire fonctionner leur planche à billets, ils le font déjà. Ils engagent beaucoup d'argent également pour l'entreprise. Et les Chinois aussi. Donc les trois grandes plaques mondiales vont être conduits à le faire. Donc je pense qu'à partir de là, la planche à billets ne générera pas d'inflation si elle est utilisée identiquement sur ces trois grandes plaques économiques. Et en tous les cas, je pense qu'on peut le faire dans l'euro. Honnêtement, dès lors qu'on pense que ce satané prêt garanti par l'État ne sera pas remboursé, on a déjà donc engagé 50 plus 100, 150 milliards, et on va voir des milliers de faillites, des centaines de milliers de faillites. Donc on aura tout perdu après avoir engagé 150 milliards. Si on en engage 250, on aura tout sauvé. Il suffit de regarder de combien le PIB marchand du pays va baisser, et on aura à peu près l'estimation de ce qui aura manqué aux entreprises pendant cette crise. Si 250 milliards on sauve tout et 150 on ne sauve rien, il n'y a pas photo. Voilà mon avis. Mais je ne suis pas un homme politique. Non, mais enfin, vous pouvez avoir de temps en temps des avis. Alors, voilà pour les jours d'avec. Donc, je pense que l'urgent, c'est d'abord de reprendre un maximum de travail et surtout d'éviter le désespoir des petites entreprises qui va sans doute survenir à la rentrée. La crise, ce n'est pas comme la Belle au bois dormant où d'un coup de baguette magique, on vous a endormi et puis d'un coup de baguette magique, on vous réveille et tout se passe comme avant. Ça ne se passera pas comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut tout d'abord concentrer tous nos efforts sur ces jours d'avec. Au-delà, je ne sais pas très bien. Alors, supposons qu'il n'y ait pas de rechute du virus quand même. Bon, oui, bien sûr. Au-delà, nous nous trouverons sans doute à mi-2021. L'économie aura sans doute largement repris si on a pu sauver toutes les entreprises qui pouvaient être sauvées. Et peut-être qu'on en sauvera des qui seraient mortes naturellement sans virus, mais alors, elles auront gagné un an de plus. C'est pas la mer à boire. L'important, c'est que les forces vives de la nation, c'est-à-dire les patrons de petites entreprises, ces millions de patrons de petites entreprises, gardent espoir et dès le 1er janvier, recommencent à travailler à fond. À partir de là, il faudra concevoir ce qu'on appelle les jours d'après, les plans de relance, sans doute certains plans sectoriels, comme on a déjà vu naître dans l'automobile et aéronautique, et puis, je pense, une relance plus conçue en fonction des priorités politiques de la société actuelle. C'est là que l'Union européenne, avec son Green Deal, à mon avis, a un rôle à jouer important. Parce que tant qu'à relancer, autant relancer sur les priorités que nos élus se proposent de nous donner en matière de vie collective. Il est évident que les préoccupations environnementales qui avaient une forte place avant la crise l'ont toujours aujourd'hui et l'auront demain après la crise. Tout ce qui est isolation du bâtiment, qui crée en plus beaucoup d'emplois, tout ce qui est économie circulaire et recyclage des déchets, qui crée beaucoup d'emplois, en plus sur place, des emplois locaux, et puis des incitations fortes de type réglementaire en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je pense que la redevance carbone, c'est-à-dire le fait de faire payer les pollueurs pour utiliser cet argent en subventionnant les dépollueurs, avec le principe pollueur-payeur, dépollueur-aidé, serait la bonne manière pour rapidement faire décroître les émissions sur la plaque géographique qui l'appliquerait, mettons que ce soit l'Europe, et pour ne pas désavantager les entreprises européennes par rapport à leurs concurrents extra-européennes, d'instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Union. Tout ceci, c'est bien sûr, ça relève de la politique de l'Union et de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement. Et je pense qu'il y aurait, dans cette voie-là,
comme d'ailleurs ça avait été largement esquissé, mais pas précisé encore en début d'année par la nouvelle commission, de quoi relancer une partie de l'économie sur des champs qui sont des priorités politiques aujourd'hui. Oui. Et les disparités géographiques, vous pensez que ça peut repartir plus vite d'un endroit ou l'autre? Alors, les confinements ont été différents d'une zone à l'autre. D'abord, sur le monde, on a eu trois zones. On a eu d'abord l'Asie, puis l'Europe, et maintenant les deux Amériques. Donc, on peut tirer un peu des enseignements, hein, parce que comme la crise se déplace. En Europe même, les confinements étaient différents. Et je dois vous dire que, en tous les cas pour Veolia, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est en France qu'on a le plus arrêté de travailler. En proportion de mes activités, j'ai plus travaillé en Italie, en Espagne qu'en France. Un exemple, tout à l'heure, je citais les chantiers de construction. 4% la première semaine de confinement de chantiers ouverts en France, 85% en Allemagne. Donc, plus on s'est arrêté profondément, plus c'est un peu difficile de repartir. Et donc, c'est vrai que c'est la France qui repart le plus lentement aujourd'hui, à part l'Angleterre qui, visiblement, est bien embarrassée dans sa crise. Donc, l'Asie, aujourd'hui, est assez largement repartie. Je prends l'exemple, là aussi, de mes activités avec les industriels, les déchets industriels toxiques en Chine. Aujourd'hui, mes usines sont à 98% de leur capacité. Donc, on peut dire qu'en Chine, la production industrielle, dans les cas de déchets, mais donc de production, même, j'en avais pas dans la zone dans l'épicentre de l'épidémie. Mais on peut dire que c'est presque entièrement reparti. Presque reparti au nominal. Et je pense que fin juin, je serai à 100%. Dans les autres, dans les pays européens, ça repart plus ou moins lentement en fonction des mentalités, mais je crains qu'en septembre, je n'ai pas retrouvé 100% de mon activité. Et je pense que je serai entre 95 et 98%. Il me manquera les quelques pourcents qui généralement font la marge, hein, au passage. Donc, si je veux conserver l'ensemble de mes moyens, il faut que je trouve, que j'invente d'ici là les 2-3% d'activité qui me manquent pour faire travailler l'ensemble de mes équipes. Pour rebondir, il faut aussi que les frontières s'ouvrent et que le commerce international puisse être réellement ouvert et efficace et retrouver son rythme d'avant. Avez-vous des espoirs là-dessus que les choses repartent du bon pied? Parce qu'on a quand même l'impression que les frontières ne s'ouvrent pas facilement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, moi, je trouve que les frontières européennes sont en train de s'ouvrir. Je pense, j'ai confiance dans le fait que, sauf catastrophe, elles soient ouvertes cet été. Bon, j'entendais même les Portugais ce matin qui ont un petit coup de chaud là, à Lisbonne, dire qu'ils espèrent quand même ouvrir la frontière avec l'Espagne dès le début juillet. Ne serait-ce que pour le tourisme, parce que beaucoup de pays européens vivent du tourisme européen. Pour les frontières transocéaniques, si je puis dire, ou transcontinentales, je pense que les Asiatiques auront intérêt à chercher le plus vite possible. Car ce qui pêche aujourd'hui en Chine, par exemple, c'est les exportations. Hein. La consommation intérieure est presque repartie nominale, mais ils exportent beaucoup moins. Et donc, je pense que les Asiatiques vont chercher à pousser l'ouverture des frontières. Et puis, il y a une autre considération qui me semble va accélérer cette ouverture, c'est que l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes, si elles ne peuvent pas reprendre leur vol à calibre par avion à peu près identique au phénomène d'avant la crise, c'est-à-dire si on ne les autorise pas à remplir leurs avions, elles vont tous crever. Et la construction aéronautique aussi avec. Bon. Du coup, ça, je pense que ça va. Il y a beaucoup de tests qui sont faits sur la dissémination du virus à l'intérieur des appareils, hein,
savez sans doute, ils sont très encourageants, hein, ces tests, qui montrent qu'avec un minimum de précaution, de bon sens, les gens ne se contaminent pas dans les avions. Surtout si on les a mesurés ou un peu testés, je dirais, avant de monter. Donc, ceci, à mon avis, est de nature à faire repartir dès que possible le trafic aérien. Quant au trafic marchandises par bateau, aujourd'hui, il est assez largement réouvert. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, de ça, je ne suis pas trop pessimiste. Parfait. Le plus, c'est la perte d'activité, les quelques pourcents qui vont nous manquer, ou l'effondrement des PME, des TPE. Parmi les questions que je reçois, il y en a une qui concerne les assurances. Que pensez-vous de celles qui déclarent ne pas pouvoir dédommager ces petites entreprises, les artisans, les commerçants, dans la mesure où le facteur pandémie n'est pas prévu au contrat? Vous êtes dans le monde des affaires, mais vous connaissez bien les grands assureurs français et internationaux. Je suis assuré, que voulez-vous pas. Et oui. Les rapports avec les assureurs, c'est plutôt des rapports généralement, que j'en ai, c'est de conflits. Mais je ferai la remarque suivante. Hein. J'essaie de me mettre aussi à la place des assureurs. Le métier de l'assurance, c'est un métier de mutualisation. Petite prime, mutualisée, et pour indemniser gros sinistres localisés. Donc, ça ne peut être que de la mutualisation. Si le sinistre est généralisé, petite prime ne peut pas le courir. Hein. Donc, il est normal, il est même consubstantiel au métier d'assureur de dire je n'assure pas les sinistres généralisés, parce que je ne peux pas le faire. Si tous les automobilistes avaient un accident de voiture, comment voulez-vous que les assurances automobiles puissent courir? Or, là, le travail s'est arrêté partout, par décision des pouvoirs publics, qu'on peut tout à fait comprendre et accepter, ou contester, peu importe. Mais les assureurs ne peuvent pas couvrir l'ensemble de ces pertes-là. La seule manière de le faire, c'est ce que je vous ai exposé tout à l'heure, ce que j'appelle l'ardoise magique. À la fin de l'année, on comble gracieusement la différence entre les charges et les recettes des petites entreprises pendant cette année spéciale. On leur demande de redémarrer toutes seules, comme des grandes, et à fond à partir de 2021. Très honnêtement, je pense qu'il est difficile d'imaginer que les assureurs puissent couvrir à cause de ce qu'est leur métier. Leur métier, c'est de mutualiser des risques. Et quand ils ne sont plus mutualisables, il n'y a plus d'assurance. Oui, mais ça pose quand même des problèmes majeurs là-dessus. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et bon. Une autre question. Observez-vous un boost d'appels d'offres publics dans les différents pays où est Veolia, ceci pour soutenir évidemment le rebond? Ah non, on ne le voit pas encore, ça. Déjà, on est content quand les collectivités locales ont ouvert leurs bureaux, quand les fonctionnaires locaux sont revenus au travail. Ce n'est pas encore le cas partout, y compris en France. Et je peux vous dire que dans certaines villes de France, par exemple, pour faire rouvrir les chantiers de construction, la semaine dernière, il y en avait encore où je me battais au téléphone avec des élus pour qu'ils forcent leurs fonctionnaires à revenir travailler. Donc, on n'en est pas encore à relancer de la commande publique. Deuxième remarque, les collectivités locales vont sortir, elles aussi, un peu essorées de cette crise. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout le monde va y perdre. Hein. Bon. Et donc, elles auront sans doute un peu moins de sous à investir aussi. Et donc, si déjà on demande aux États, avec la monnaie et la planche à billets, de sauver des entreprises, peut-être beaucoup de leur demander aussi de combler les collectivités publiques. Donc, je ne m'attends pas à un grand boost d'appels d'offres de collectivités publiques locales ou territoriales pour relancer l'économie. Déjà, si elles pouvaient poursuivre le rythme qu'elles imaginaient avant la crise, ça serait très bien. J'ai une autre question pour un grand patron d'une société du CAC 40. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont connaître une baisse significative de leurs fonds propres dans les prochains mois, vous l'avez dit tout à l'heure. Sauf avec une phrase magique. Hein. Est-il envisageable de constituer un outil de prise de participation sous forme de quasi-fonds propres abondés par les grandes entreprises françaises?
Alors, vous savez que nos gouvernants nous disent que le prêt garanti par l'État, si jamais il était remboursable dans 10 ans, ils le qualifient de quasi-fonds propres. Oui. Je trouve qu'ils se fichent du monde. Une dette, ça n'a jamais été des fonds propres. Et quand on doit la rembourser, même dans 10 ans, c'est une dette. Article 1. Certains évoquent l'idée que, bon, OK, ils pourront pas, les entreprises ne pourront pas la rembourser, donc il faut la transformer en vrai fonds propres, en co-capital. Autant pour les très grandes entreprises du secteur automobile, aéronautique, pourquoi pas. Mais est-ce que vous voyez honnêtement l'État rentrer au capital de tous les restaurants, de tous les hôtels, de tous les coiffeurs de France ou des autres pays? Bon, c'est absurde, honnêtement. Et donc, je pense que pour éviter la destruction des fonds propres, il faudrait que, effectivement, les fameux prêts soient abandonnés. Bon. C'est la meilleure façon de faire. Très honnêtement, l'intérêt de l'économie de marché, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté d'initiative pour les petites entreprises, toutes petites entreprises. Il faut leur laisser cette liberté. J'imagine très très mal qu'au capital de ces toutes petites entreprises, on y trouve des organismes publics pour qu'est-ce qu'ils vont y faire et bon, qu'est-ce qu'elles vont y dire. Bon. De même, quand on est un petit patron, on a créé son affaire, on l'a hérité de ses parents, on l'a créé, on a mis toute sa vie de travail à la créer, on est fier de ce travail-là. On n'a pas envie d'avoir un co-actionnaire obligé à cause de la crise, même si c'est une grande entreprise, si vous voulez. Pour ça, pour toutes ces entreprises de commerçants et d'artisans, je ne le vois pas. En revanche, pour des entreprises de technologie ou des start-up, dans le domaine du digital, dans le domaine de la biologie, qu'elles puissent trouver des supports avec des grandes entreprises, à condition que ça corresponde à un vrai partenariat professionnel, que ce ne soit pas juste pour combler les fonds propres. Ça, je pense que la crise peut effectivement, je dirais, accélérer les rapprochements. Il y a un secteur d'activité qui souffre énormément, ce sont tout ce qui concerne l'événementiel et les expositions universelles. Et Veolia a été très engagé cette année sur des manifestations, notamment par exemple sur le sommet France-Afrique. Toutes ces manifestations ont été annulées, mais est-ce que l'Afrique, par exemple, ou le Moyen-Orient restent pour Veolia une priorité? Alors, je vous réponds que oui. Et je peux vous dire que pendant ces mois de confinement, la France a perdu des parts de marché au Moyen-Orient, par exemple, par rapport aux Italiens, figurez-vous, et aux Allemands. Et au jour où je vous parle, aujourd'hui, les consulats et les ambassades sont encore presque toutes fermées à Paris, alors qu'elles sont ouvertes à Rome et à Berlin depuis longtemps. Donc, là, de ce point de vue-là aussi, nous avons perdu un peu du poil de la bête. Et donc, il est important d'avoir une diplomatie économique vivace qui reprenne très rapidement, notamment vis-à-vis du Moyen-Orient. Je vous dis, je constate que nous avons perdu des places vis-à-vis de pays, dont l'Italie, qui pourtant a été fortement frappée par la crise. Hein. Oui, bien sûr. Donc, oui, Veolia est toujours très intéressé par ces deux zones du monde que vous évoquez. Et nous essaierons de rattraper le temps perdu. Alors, il se trouve qu'une grande entreprise, il y a des équipes sur place. Bon, nous avons des équipes dans les différents pays qui nous intéressent. Donc, eux, ils ont continué à travailler et nous avons pu échanger avec ces équipes. Mais pour ceux qui exportent sans avoir d'équipe sur place, la crise, le confinement est un temps précieux qui a été perdu. Une question peut-être un peu piège. Vous avez tout à l'heure critiqué un petit peu le télétravail dans sa forme, je dirais, en disant bien que ça ne s'appliquait pas pour tout le monde, et j'en suis d'ailleurs tout à fait convaincu. Mais on a parlé de la crise du secteur aéronautique. Est-ce que vous autorisez maintenant les collaborateurs de Veolia, les grands commerciaux internationaux ou autres, à voyager lorsque c'est possible? Oui, oui. Oui. Ce n'est pas beaucoup possible encore, hein, pour tout vous dire. Oui, je suis d'accord. Les vols transcontinentaux ne sont pas possibles. Non, c'est pas très facile. Et donc, oui, ils sont organisés. Je reviens sur le télétravail.
Je critique la généralisation du télétravail. Oui. Je l'ai expliqué pourquoi je le critiquais en fonction du travail à faire. Mais j'ai une autre forme de critique. C'est desséchant le télétravail systématique. Beaucoup de gens s'y sont essayés là depuis quelques mois. Le travail, c'est aussi des contacts humains. On ne va pas au travail que pour gagner sa vie. On y va aussi pour s'épanouir. Et on s'épanouit qu'au contact des autres. Travailler à distance, sans voir personne, sans voir ses collègues, sans pouvoir se nourrir de cette relation, de ce contact, et de ce contact souvent informel au moment des repas, au moment du café, c'est extrêmement desséchant. Et je pense que ça appauvrit le travail si le télétravail est systématique et long. Alors, 1, 2, 3 parfois, enfin, limitons-nous à 2 jours par semaine. Ça me paraît tout à fait jouable, surtout pour les gens qui ont des longs trajets domicile-travail. Mais je pense que le généraliser de manière permanente, où les gens, par exemple, iraient déménager à la campagne, pour parler de l'île de Ré, pour les plus rupins, hein, et travailler à cette distance-là systématiquement, je n'y crois pas. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Moi, je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, parce que… Quand même. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre le télétravail, tous ceux qui sont sur le terrain. Mais les déboueurs, mes équipes qui gèrent l'eau, l'assainissement, les ouvriers sur les chantiers de construction, les caissières de supermarché. Attention à ne pas creuser la faille entre l'école bleue, qui ne peuvent pas télétravailler, et l'école blanc, mieux payée, qui pourrait se protéger et télétravailler. Je pense que cette fracture-là, on la paiera cher si jamais on n'y prend pas garde. J'avais promis qu'à 9h45, vous seriez libéré. Merci beaucoup, Antoine Frérot. Il est 9h45. Je crois qu'on a beaucoup apprécié cet entretien. Merci d'avoir pu libérer de votre temps. Je crois que l'agenda actuellement des chefs d'entreprise est assez chargé. Et donc, c'est très sympathique d'avoir répondu présent malgré ça. Merci de votre invitation, en tous les cas, Renaud. Et à bientôt. À très vite. Voilà, ce passionnant webinaire, c'était la première étape d'un très dense programme de webinaires et de rendez-vous experts qui maintenant vont s'enchaîner pendant ces 2 journées du Business Booster Forum. Notre plateforme va vous donner la possibilité de voyager dans plus de 60 pays. Au fil des heures, vous allez ainsi être en Asie, en Amérique, en passant bien sûr par l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Informez-vous maintenant sur tous ces marchés, networkez utilement pendant 2 jours avec les représentants de la communauté d'affaires française à l'étranger. C'est plus de 37 000 personnes qui sont membres de nos chambres à travers les équipes. Et je vous remercie donc tous pour votre attention et bon forum à tous pendant 2 jours. Merci, merci Antoine.